Petite note technique avant de commencer, le mot gène est utilisé de différentes manières dans les différents sous-domaines de la biologie. Dans cette vidéo, nous utilisons la deuxième définition énoncée ici. Elle est courante dans le domaine de la génétique des populations. Si vous avez été formé en biochimie, cela peut être un peu différent de ce à quoi vous avez été habitué. Si vous voulez savoir pourquoi différents sous-domaines utilisent différentes définitions, je vous invite à consulter le lien en description. State It Clearly présente le concept de gène égoïste dans la théorie de l'évolution. Prendre le point de vue d'un unique gène sur l'évolution, parfois appelé le concept du gène égoïste, vient de la réalisation que les gènes, ces sections d'ADN qui codent ou influencent les traits d'un organisme, sont les plus petits éléments capables d'évoluer via le processus de sélection naturelle. Lorsque Darwin a d'abord découvert et étudié le processus de sélection naturelle, il ne pensait pas en termes de gènes. Au lieu de cela, il s'est principalement concentré sur la manière dont les organismes entiers luttent pour la survie et comment cette compétition façonne les membres d'une espèce de génération en génération. Il avait été remarqué, bien avant Darwin, que lorsque deux individus se reproduisent, leur progéniture naît avec une variété de traits. Certains semblent provenir de la mère, certains du père, et d'autres semblent être entièrement nouveaux. La première grande intuition de Darwin a été de remarquer qu'à chaque génération dans un environnement donné, bien plus d'individus naissent que d'individus qui ne pourront jamais y grandir et avoir à leur tour leur propre descendance. C'est vrai presque partout, mais c'est plus évident sur les îles, où il est très clair que les ressources sont limitées. Imaginez relâcher un groupe de blaireaux sur une île. Si tout se passe bien, la population se développera de manière exponentielle jusqu'à ce que la croissance soit ralentie par la limite d'espace et de nourriture de l'île. À ce stade, une compétition sans pitié s'instaure automatiquement, une compétition que Darwin qualifiait de lutte pour l'existence. Chaque blaireau devient un concurrent, qu'il le veuille ou non. Les blaireaux qui ont par hasard de meilleurs traits que les autres pour la survie et la reproduction auront plus de chances de survivre et, en moyenne, davantage de descendants. Cette déclaration est si évidente qu'elle est presque ridicule à dire à haute voix. Les individus les plus aptes à la reproduction sont ceux qui se reproduiront en moyenne davantage. Mais Darwin a réalisé que cela a d'énormes implications. À mesure que les plantes et les animaux se reproduisent, héritent des traits de leurs parents et occasionnellement mutent, toute variation qui se trouve mal adaptée à l'environnement sera généralement amenée à disparaître au fil des générations. Et toute mutation qui facilite la vie dans un environnement spécifique sera promue. Comme différents environnements sélectionnent différents traits, si une population se divise en deux, chaque groupe se retrouvera dans un environnement unique et de nouvelles espèces pourront se développer. C'est l'évolution par sélection naturelle. Dans cette lutte pour l'existence, Darwin a étudié comment les individus entiers rivalisent pour la survie. Mais si nous regardons attentivement, nous constatons que la compétition se joue également à un niveau beaucoup plus fin, le niveau du gène. Après tout, ce sont des traits particuliers et des combinaisons spécifiques de traits particuliers qui donnent vraiment aux individus un avantage sur leurs rivaux. Beaucoup de ces traits sont codés par des gènes, des sections de matériel génétique qui peuvent être copiées et transmises aux générations futures. Supposons que sur cette île, les termites soient la meilleure source de protéines pour les blaireaux. Des gènes qui codent pour de longues griffes aideraient les blaireaux à ouvrir les termitières, à avoir donc accès à de la nourriture supplémentaire et au final à avoir en moyenne plus de descendants. Au fil de nombreuses générations au sein de cette population insulaire, les gènes longues griffes commenceront à surpasser les gènes griffes courtes. Comme ces deux gènes codent pour des traits opposés, ils sont rivaux dans la lutte pour l'existence. Bien sûr, les gènes n'ont pas d'esprit ou d'ambition, ils ne concourent pas dans un but précis. Mais si la pression de sélection reste la même, les gènes longues griffes élimineront complètement les gènes griffes courtes. C'est une conséquence automatique de la sélection naturelle. Alors que les blaireaux luttent pour l'espace sur l'île, les gènes luttent pour l'espace au sein de la population de blaireaux sur cette île. Ils ne se battent pas avec des griffes ou des dents, mais avec leur capacité à influencer le développement des griffes, des dents ou de tout autre trait qui pourrait aider un blaireau à survivre et à se reproduire. Quand on regarde l'évolution du point de vue d'un unique gène, un blaireau est en quelque sorte une machine à survivre construite par des gènes pour des gènes.
Si tout se passe bien, cette machine à survivre fera des copies des gènes qui l'ont construite, placera ces gènes dans des capsules de sauvetage, les spermatozoïdes ou ovules, et propagera ces gènes dans la génération suivante. Les gènes sont particuliers dans la théorie de l'évolution parce qu'ils représentent le plus petit élément pouvant évoluer via l'action conjointe de la descendance avec modification et de la sélection naturelle. Le gène est au processus d'évolution ce que l'atome est à une réaction chimique, ce qu'une note de musique est à une mélodie. Mais on pourrait trouver que regarder l'évolution du point de vue d'un seul gène est trop réducteur. Par analogie, une seule note de musique isolée ne peut pas nous dire grand-chose sur la mélodie. Ce n'est que lorsque de nombreuses notes sont jouées ensemble que la richesse et l'émotion d'un morceau commenceront vraiment à émerger. Il en va de même pour les gènes. Un seul gène ne peut pas construire une griffe. Une griffe est le résultat de nombreux gènes fonctionnant ensemble à mesure que l'individu se développe. Pourquoi alors regarder l'évolution du point de vue d'un unique gène? Eh bien, pour continuer l'analogie musicale, lorsqu'il y a un problème avec un morceau de musique. Que quelque chose sonne faux. Un bon musicien devrait être capable de zoomer jusqu'aux notes individuelles. Ah, voilà qui sonne beaucoup mieux. Ce niveau extrême de réductionnisme est parfois nécessaire pour comprendre précisément ce qui se passe. Il se trouve qu'il y a certaines curiosités en biologie évolutive liées à des traits physiques ou des comportements particuliers, aussi bien dans le monde animal que végétal, qui semblent n'avoir aucun sens à moins que nous zoomions jusqu'au niveau des gènes. Un exemple classique est l'altruisme extrême que l'on trouve chez les abeilles. Elles meurent les unes pour les autres. Leurs dards sont couverts de harpons tournés vers l'arrière. Si vous attaquez une abeille et qu'elle vous pique, l'abeille sera piégée à cause de ces harpons. Si elle essaie de s'envoler, son dard, sa glande et sa pompe à venin se détacheront de son corps pour continuer à pomper jusqu'à ce que la dernière goutte de venin soit injectée dans votre peau. Cela peut sembler être une excellente défense. Elle maximise la douleur que vous ressentez, vous empêchant généralement de vous en prendre davantage à l'abeille ou à sa ruche. Mais l'abeille meurt presque toujours de la blessure laissée par son dard manquant. Comment un tel système de défense, apparemment contre-productif, pourrait-il évoluer? On aurait tendance à penser que toute abeille, avec une mutation qui rend soit ses harpons plus petits, soit son corps assez fort pour ne pas se déchirer quand elle s'envole, donnerait à cette abeille plus de chances de survie. La sélection naturelle devrait promouvoir ces individus, non? Eh bien, si nous prenons le point de vue d'un unique gène, on peut se rendre compte que cette conclusion est fausse. Si vous êtes un gène, il y a deux façons de vous assurer que des copies de vous-même se propagent dans la génération suivante. La plus évidente est de coder pour un trait qui aide votre hôte à survivre et à se reproduire. C'est ce qu'on appelle la fitness directe. Des copies de vous seront directement faites et passées à la génération suivante. Mais il y a une autre façon, moins évidente, de s'assurer que vos copies se propagent. Aider les autres individus qui contiennent des copies de vous à survivre et à se reproduire. Sur le plan comptable, c'est équivalent à la reproduction de votre hôte. C'est ce qu'on appelle la fitness indirecte. Vous vous répliquez indirectement. Bien sûr, du point de vue d'un gène, c'est mieux si les deux autres survivent, mais le monde est rude et parfois le travail d'équipe est la meilleure option. On peut trouver un exemple concret de fitness indirecte chez les chiens sauvages d'Afrique. Quand les temps sont rudes, ils sont influencés par leurs gènes pour prendre soin de leurs nièces et de leurs neveux plutôt que d'avoir leurs propres enfants. La sélection naturelle va promouvoir les gènes qui augmentent ce qu'on appelle la fitness inclusive. Les abeilles vivent dans des ruches, essentiellement avec leurs sœurs, et très peu d'entre elles auront un jour la chance de se reproduire. Si vous vivez avec vos propres sœurs, une copie exacte de n'importe lequel de vos gènes, même un gène d'attaque suicide, a de très bonnes chances d'être partagé par les individus autour de vous. Si en moyenne une attaque suicide est plus efficace qu'une attaque standard et sauve d'un prédateur au moins 2 vies d'abeilles portant aussi une copie de ce gène d'attaque suicide, la sélection naturelle va favoriser ce trait. La plupart des abeilles avec ce gène d'attaque suicide n'auront jamais besoin de s'en servir. Il y a plus de chances qu'une de leurs sœurs engageront le combat en premier, effrayant ainsi l'attaquant. Sa vie sera sacrifiée par le gène en elle pour que des copies de ce gène puissent se répandre via ses sœurs.
Comme on l'a dit, les gènes n'ont pas de conscience ou d'ambition. Leur diffusion dans la population est simplement façonnée par la sélection naturelle pour faire ce qui fonctionne. Et parfois, les intérêts au niveau d'un gène ne seront pas alignés avec les intérêts de l'individu qui porte ce gène. Prendre le point de vue d'un unique gène nous permet ainsi de comprendre certaines curiosités de l'évolution et même d'ajouter des modèles mathématiques à des problématiques de biologie. Pour plus d'informations là-dessus, voir notre animation sur le Parlement des gènes. Donc en résumé, qu'est-ce que le concept de gène égoïste ? Le concept de gène égoïste est la simple réalisation que les gènes, des sections de matériel génétique codant ou influençant les traits d'un organisme, sont les plus petits éléments dont l'évolution est façonnée par la sélection naturelle. Du point de vue des gènes, nous, les organismes vivants de ce monde, sont de simples véhicules qu'ils ont construits. De leur point de vue, notre fonction est de faire des copies exactes d'eux-mêmes et de passer ces copies de génération en génération. Même si nous finirons par mourir, nos gènes, ou au moins des copies de ceux-ci, si on se reproduit avec succès, pourront vivre indéfiniment. Dans la lutte pour exister, les gènes concourent mécaniquement avec des versions alternatives d'eux-mêmes, des versions pouvant coder ou influencer des traits opposés. Bien sûr, un individu ne se réduit pas à un simple moyen de transport pour gènes, mais lorsqu'on s'attaque à certaines curiosités du vivant, ce niveau extrême de réductionnisme peut se révéler utile.